Bonjour à toutes et à tous, amis Smart, amis Smart, et bienvenue sur Catch Up, votre podcast préféré qui récap l'actualité de Monday Night Raw. Je suis Giscal, et pour ce Catch Up numéro 15, j'ai pas fait d'erreur, je crois que c'est numéro 15, je suis accompagné de Hank. Et oui, El Patron. Ouais. Donc, juste pour dire, nous sommes représentants, en tout cas encore maintenant, des cahiers du catch. Oui, absolument, c'est vrai. J'essaye de faire un mouvement séparatiste d'indépendance, mais nous sommes encore le podcast officiel des cahiers du catch. Et donc pour ce podcast un peu spécial, puisque je vais endosser le rôle de présentateur cette fois-ci à la place de Hank, et bien pour ce catch-up un peu spécial, nous allons couvrir l'Euro du 1er août 2016, qui se déroulait à la Philips Arena d'Atlanta en Géorgie. Et le show a ouvert d'une manière un petit peu originale qui m'a beaucoup plu sur un petit package vidéo Last Week on Raw, un petit peu comme dans vos séries américaines quand vous avez précédemment dans Monday Night Raw, où on a récapitulé un peu les événements de la semaine précédente. J'ai trouvé que c'était plutôt bien et que c'était une idée qui pourrait, enfin en tout cas moi ça me plairait qu'ils la reproduisent dans le futur pour les autres émissions. Donc voilà, ouverture un peu spéciale, et on enchaîne après le générique avec l'arrivée de The Boss, Sasha Banks, qui arrive auréolé de son nouveau titre gagné contre Charlotte la semaine dernière, si vous n'aviez pas suivi. Donc notre nouvelle championne féminine qui arrive pour une promo dans le ring, seule dans le ring, donc super pop, communion avec le public, et elle commence son speech relativement classique, évidemment très contente d'avoir gagné la ceinture la semaine dernière. C'est un rêve de gamine depuis qu'elle avait 10 ans. Elle oublie pas de rappeler que SummerSlam arrive, SummerSlam est bientôt là, et que l'année dernière, elle avait volé le show avec Bayley lors du NXT Takeover qui avait eu lieu à sensiblement à la même époque, et dans le stade du Barclays Center de Brooklyn, le stade où aura lieu SummerSlam dans 3 semaines. Donc voilà, petit clin d'œil, et elle compte bien à nouveau voler le show cette année, mais cette fois en tant que championne féminine. Elle est assez rapidement interrompue par Charlotte. Donc Charlotte qui arrive sous les huées du public, un public qui se moque de sa défaite de la semaine dernière, parce qu'elle avait abandonné sur soumission, elle avait tapped out, comme lui rappelle le public, hein, you tapped out, les chants qui retentissent. Donc plutôt une bonne réaction de Charlotte à ces chants, bonne expression faciale. Je trouvais qu'elle jouait plutôt bien la heel, triste, voilà, et qui se prenait les huées, et donc qui encourageait le public à la huer encore plus. C'était pas mal. Donc bon voilà, petit enchaînement de punchline entre les deux, avec un fait d'armes particulièrement marrant, où Charlotte donc dit que Sasha Banks compare le titre de Sasha Banks à une one night stand, parce que expression que les Américains utilisent pour parler des coups d'un soir quand on ramasse une fille ou un mec dans un bar et que c'est une relation sans lendemain. Voilà, elle compare ça à un one night stand, ce à quoi Sasha Banks répond magnifiquement par mais ne me parle pas, Charlotte, ne me parle pas de one night stand, tu t'es la fille de Ric Flair, donc s'il y en a bien une qui doit être le fruit d'un one night stand, c'est bien toi. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et là-dessus, Chris Jericho arrive. Donc là, what the fuck. Chris Jericho arrive avec son une de ses nouvelles catchphrases, là, il répète quiet quiet plein de fois avant d'arriver, histoire de mettre le public en condition pour qu'il le siffle. Et là, il arrive dans le ring et il prend spontanément la défense de Charlotte. Donc c'était un peu surprenant. Il arrive, il prend la défense de Charlotte, il la met over vis-à-vis de son père Ric Flair, en disant que bah voilà, Charlotte en un laps de temps finalement assez court, elle a fait aussi bien, voire mieux déjà que son père Ric Flair. Et puis bah là, encore what the fuck, Enzo Amore arrive. Enzo Amore qui arrive tout seul. Et donc qui arrive et qui là commence une séquence de drague assez agressive, hein. Certains pourront considérer de mauvais goût avec Sasha Banks. Donc du coup, bah il se met du côté de Sasha Banks, il commence à la draguer avec des petites
des expressions qui sont pas forcément évidentes à traduire en français, mais il dit à un moment why not make a certified G deposit via bank statement. Donc il joue entre son surnom et la prise de Sasha Banks pour faire une allusion clairement sexuelle à ce qu'il aurait envie de faire avec Sasha Banks. Donc toujours dans un style très original, notre Enzo Amore. Enchaînement un petit peu encore une fois. Bon, le segment est un enchaînement de blagues un peu lourdes et de grosses catchphrases, parce que Charlotte sous-entend ensuite que la sex life, la vie sexuelle de Enzo Amore est soft, enfin sans le dire, hein, mais pour reprendre le mot qu'utilise chaque semaine Enzo. Catchphrase, blague, il se trash, et sur ce, Mick Foley arrive, le GM de Raw. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tag team match entre les quatre, donc un match mixte à la Teddy Long. Donc voilà, un segment un peu long peut-être, parce qu'au final c'est pour accoucher d'un tag team match mixte un petit peu random, segment un petit peu long. Écoute, je sais pas si tu as des choses à dire, Hank, sur ce segment d'introduction. Ouais, c'était plutôt marrant. J'ai trouvé, il y avait deux trucs qui étaient un peu limites dans le segment. C'est le coup de one night stand sur Charlotte. Bon, j'ai trouvé ça quand même, c'est un peu côté mauvais goût, je trouve. Parce qu'on sait que voilà, c'est vrai, Ric Flair. Oui, Ric Flair, il a couché partout. Donc c'est le genre d'insulte un petit peu trop personnel, mais et puis Enzo et ses allusions sexuelles, mais c'était clair, hein. Là, il y avait pas... c'était un peu violent, quoi. Genre à chaque fois c'était genre, et est-ce que blablabla sperme, blablabla sperme, et donc du coup voilà, mais sinon j'ai trouvé ça très marrant. J'ai trouvé que c'était une super idée de mettre Jericho avec Charlotte, un peu pour la mettre en confiance. Jericho, il était un peu là pour Charlotte, elle avait une petite phrase à droite à gauche, mais voilà, c'est Jericho qui faisait le corps des punchlines. Donc ouais, non, c'était un segment bien sympa, et c'est pas si non original que ce que faisait Teddy Long, parce que quand même on a un tag team mixte qui arrive pas si souvent que ça. Donc voilà, c'était plutôt une entrée en matière sympathique. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est vrai que ça fait du bien de ne pas commencer par une figure d'autorité, là, on change un peu. Donc commencer avec la championne féminine, c'est quand même plutôt cool. Mais c'est vrai que la seule réserve que je mettrais, c'est peut-être que en fait elles ont été très très vite coupées par l'arrivée des mecs, donc ça faisait un petit peu bon. On va vous donner le segment d'intro, mais peut-être pas toute seule quand même. Je sais pas si et à la limite c'est peut-être pas plus mal, parce que je suis pas persuadé qu'elle soit vraiment capable de tenir une promo à deux dans le ring toute seule sans éléments extérieurs. Sasha Banks, c'est quand même encore un peu moi je trouve toujours ça un petit peu léger encore les promos, tu sais, c'est très, vous en aviez parlé la semaine dernière, on en avait déjà parlé il y a 2 semaines, elle a toujours un ton de voix qui m'agace un peu et qui fait pas du tout face. Voilà, un peu comme ça. Donc c'était peut-être pas, donc c'est bien parce qu'elles avaient un super spot pour commencer le show. Mais en même temps, tu sentais que elles avaient pas les coudées, elles avaient pas champ libre non plus pour faire ce qu'elles voulaient, donc c'était pas 100% confiance. Mais après, moi, c'est pareil, hein, je me suis beaucoup amusé, c'était super drôle. Si ce n'est il y avait des trucs qui étaient très très limites, clairement. Mais bon, le public a vachement bien réagi, en tout cas. Bon, tu me diras, le public, c'est 80% a priori de mecs avec leur bière à la main qui sont un peu beaufs et tout, donc bon, forcément ça passait plutôt bien. Mais c'était quand même un peu chaud. Enfin bon, tout ça pour dire que du coup on enchaîne sur le match, puisque le match est dans la foulée. Le match est dans la foulée, donc Chris Jericho et Charlotte contre Sasha Banks et Enzo Amore. Donc domination des faces,
d'entrée de jeu, donc Sacha et Enzo, assez longue domination, assez surprenante dans un match comme ça. Longue domination qui se conclut par un moment où donc les heels valsent par-dessus, tous les deux par-dessus la troisième corde, et Enzo et Sacha font un spot à deux du suicide dive entre les cordes vers l'extérieur. Donc spot vachement sympa à deux, puis toujours original cette image finalement mixte. Donc c'était marrant de les voir faire un spot de haut vol comme ça. Jericho ensuite équilibre un peu les débats et finit par placer sa soumission sur Enzo dans le ring. Donc Enzo qui chope les cordes, on casse la prise. Les filles entrent en jeu dans la foulée. Donc Sasha Banks est en mode hot tag, donc elle court partout, elle place toutes ses prises. Elle finit sa série par ces fameux coups de genou dans le coin pour un near fall pas mal du tout. Et là, elle place son bank statement et Dana Brooke s'en vient. Donc là, forcément, nous sommes tous très déçus. Dana Brooke s'en vient pour la distraction. Banks s'en sort quand même et en se relevant, donc gifle Chris Jericho. Mais malheureusement, la distraction et tous ces événements finissent par avoir raison de Sasha Banks, puisque Charlotte arrive par derrière pour caler son natural selection sur Sasha Banks. Victoire de l'ex-championne et de Chris Jericho. Avant qu'on parle du match et du segment dans son ensemble, il y a eu un petit fait post-match, puisque Chris Jericho revient après la victoire de Charlotte pour claquer un petit code breaker sur Enzo, histoire de petite action heel comme ça gratos, hein. Et Big Cass arrive à la rescousse. Donc on va faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé en fin de show, parce que c'est en lien direct avec ce beatdown, mais vers la fin du show un peu plus tard, il y aura une interview backstage de Chris Jericho qui trash talk un peu Enzo et Cass, justement par rapport à ce qui s'était passé à la fin du match, et qui dit qu'il a quelqu'un pour couvrir ses arrières contre eux la prochaine fois que ça va arriver. Et là, quand l'intervieweur, je sais plus, Tom Phillips, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais lui demande qui c'est, il bafouille, il invente un nom un peu foireux, donc c'était assez drôle comme segment. Il sort un nom complètement pourri. Et à ce moment-là, Kevin Owens apparaît. Il rigole en lui disant non mais c'est quoi ce nom de merde, tu viens de l'inventer. Il rigole et puis bon, il finit par lui dire que la prochaine fois, il pourra compter sur lui. Donc voilà, petit segment un peu gratuit, mais finalement un peu mystérieux pour la suite, et donc pas anodin. Donc bah voilà, je sais pas, sur le match et sur cette potentielle association qui est en train de se créer. Tu t'en penses quoi, toi, Hank? Alors, je sais pas si t'avais précisé que Owens était au commentaire pendant le match. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu as raison. Oui, mais donc ouais, il était au commentaire. D'ailleurs, il a bien spoilé l'arrivée de Brooke, hein, parce que la WWE, ils font toujours en sorte de filmer autre part quand il y a une intervention extérieure, mais là pour le coup. Malgré le caméraman qui filmait bien à l'écart pour pas voir Brooke, Owens il fait ah bah tiens encore Dana Brooke. Il en loupe pas une, hein. Ouais. Donc, mais sinon ouais, le match bien sympathique, et j'ai pas grand chose à dire sur le match. Le match était plutôt bien fait. Il y a pas eu Ils ont bien enchaîné tout ce qui est le risque qu'il y aurait dans ces trucs mixtes. Moi, les souvenirs que j'ai des derniers matchs mixtes, je me souviens même plus qui c'était, mais des matchs mixtes que j'ai vus, c'est que ils divisaient tellement le truc, ils séparaient tellement les deux matchs, quoi, filles contre filles et mec contre mec, qu'on avait vraiment pas l'impression que ça servait à rien de faire un tag team comme ça, quoi. Donc là, c'était plutôt bien joué, bien enchaîné. C'est bien aussi de donner une victoire à Charlotte, même si voilà, c'est pas totalement en tricherie ni rien, quoi. C'est genre c'est une circonstance, quoi, mais c'est pas à cause de Brooke qu'elle a gagné, même s'il y a eu une intervention de Brooke un petit peu, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas aussi évident que les autres tricheries qu'elle a fait ces derniers temps. Je trouve ça dommage de ramener Dana Brooke. Moi j'espérais qu'elle était plus là, mais pareil. Donc voilà, à la limite, je sais pas, faites-lui faire des matchs à la con contre
Merde, qui reste en mauvaise catcheuse en... je sais pas parce qu'en fait on sait pas trop qui y a. Ils ont enlevé, ils ont balancé toutes les mauvaises catcheuses à SmackDown. Mais enfin les mauvaises. Bref. Donc voilà. Résultat. Donc du coup j'étais plutôt content du résultat. L'association Jericho Owens, elle était enfin le fait qu'ils s'associent vraiment, c'était pas évident. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête, l'association est forcément évidente parce qu'ils s'entendent. Ça fait des semaines qu'on voit qu'ils s'entendent plutôt bien, malgré le fait que voilà, c'est deux heels, donc ils peuvent pas s'entendre totalement. Mais voilà, Owens, il était tout le temps en train de saluer les moves de Jericho. Et puis je crois qu'il l'avait déjà fait aussi. Il avait déjà fait des commentaires dans un match où il y avait Jericho, et à chaque fois il est plutôt fan de Jericho tant qu'il est pas dans son chemin, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Même si bon, il y en a qui voudraient que Owens parte pour un titre. On peut pas envoyer tout le monde. On peut pas envoyer tout le monde, non, exactement. Donc c'est très bien. Enfin, je veux dire, Owens Jericho, moi j'ai envie de voir ça, donc. Ouais. Je pense que ça peut être très drôle. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est surprenant, c'est surprenant et pas surprenant, parce que t'as raison. En effet, c'est une association qu'on peut voir venir depuis plusieurs semaines, parce que tu l'as dit, ils s'entendent pas trop mal, en tout cas. Où Kevin Owens, c'est peut-être celui avec lequel Kevin Owens a le plus eu d'interactions positives sur les dernières semaines, donc c'est plutôt logique. Après, c'est vrai que c'est tellement pas dans le caractère de son gimmick, qui est très solitaire, très opportuniste, il y en a que pour ma gueule et c'est tout, que du coup c'est un peu surprenant de les voir en équipe. D'ailleurs, les deux sont un peu pareils, donc ça va être assez drôle de voir deux heels très arrogants, très sur deux, très égoïstes ensemble, peut-être va y avoir de la démonstration. Je pense qu'il va y avoir j'ai fait ça, fais mieux, etc. quoi. Ouais. Donc moi en tout cas c'est pareil. Moi je suis très chaud pour ça, et si ça peut conduire à un Enzo Cass contre la team Jerry KO, on peut les appeler comme ça. Oh, et ben du coup à SummerSlam, je pense que ça peut que faire un match cool. Jerry KO out of nowhere. Jerry KO. Ouais. Donc du coup et puis après écoute, moi sur le match, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, j'ai à peu près la même analyse que toi. Je trouve que la victoire de Charlotte est relativement bien booké, parce que il y a juste la bonne dose de tricherie, comme tu dis. Il y en a un petit peu, parce que voilà, il y a une distraction, mais pas trop. Donc du coup, ils font pas gagner Charlotte clean sur Sasha Banks, parce que ça aurait été vraiment dommage. Elle vient de choper le titre, ça aurait été un peu débile. Mais ils la font pas non plus gagner de manière complètement crade ou pourrie, ce qui aurait été contre-productif aussi, je trouve, juste après avoir perdu la ceinture. Donc je trouve que c'était bien dosé. C'était juste ce qu'il fallait, et il fallait que Charlotte reprenne un peu de momentum, parce que elles ont quand même un match à SummerSlam toutes les deux. Donc c'était plutôt bien fait. Et du coup, on va enchaîner sur. On y est déjà sur la séquence, la fameuse, que vous aimez tous. J'espère être à la hauteur de Hank dans l'intro. Mais nous allons passer au Jobbers World. Le monde des jobbers. Le monde des jobbers. Et un Jobbers World cette semaine très très fourni. Donc je vais essayer d'aller très vite, et puis on fera un commentaire global sur la fin. Mais donc il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Donc dans la foulée du match dont on vient de parler, Braun Strowman est arrivé et a encore détruit un frêle jeune premier en la personne de Corey Hollis, je crois, à qui on avait manifestement promis $1000 pour sa présence et 5000 en cas de victoire. Pas très sûr de la légalité d'envoyer un mec à l'abattoir comme ça contre une somme d'argent, je sais pas, mais bon, en tout cas c'était la justification. Méga squash, évidemment, exactement ce qu'il faut pour Strowman en solo. Donc rien de spécial. On enchaîne derrière sur Golden Truth, qui joue toujours à Pokémon Go en backstage, sauf que cette semaine ils avaient un match contre les Shining Stars. Magnifique affiche pour vengeance de la semaine dernière, parce que vous vous souvenez que la semaine dernière les Shining Stars avaient perdu
puisque Truth était arrivé à jouer à Pokémon Go autour du ring. Donc du coup, match entre les deux équipes cette semaine. Goldust, malmené pendant tout le match, ne peut pas faire le tag parce que son partenaire R-Truth joue à Pokémon Go sur le tablier du ring, forcément. Magnifique. Au moment où Goldust réussit enfin à s'en sortir, à faire un comeback, son tag est avorté puisque Truth fait tomber son iPhone du ring, donc il doit se baisser pour le rattraper. Victoire des Shining Stars, facepalm dans tout le stade. C'était une catastrophe. Ensuite, nous avions Darren Young et Titus O'Neil pour un clash absolument épique, avec un bagage historique et nostalgique fort, puisque les deux anciens membres des Primetime Players s'affrontaient. Et d'ailleurs, pour ce moment historique, Titus O'Neil a eu le droit à l'entrée des jobbers, donc pas de musique. Match relativement classique, domination très très longue de Titus O'Neil par sa puissance, micro comeback de Darren Young, mais une victoire crade avec un wedgie. Donc il a tiré le slibard de Darren Young, donc victoire de Titus O'Neil sur un roll-up en tenant son slip. Booking de merde, je me suis noté. Voilà, c'était nul, c'est une catastrophe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ce Jobbers World fantastique? On a eu Nia Jax qui était aux affaires courantes comme Braun Strowman, donc elle a détruit une certaine Ariel Monroe cette semaine avec un petit changement de finisher, un front slam avec un cover en mode un peu Amazon conquérante, là, un pied sur le cadavre encore fumant debout, donc c'était pas trop mal. C'était une belle touche de changer de finisher comme ça. Et pour finir, en milieu de show, on a eu au retour d'une coupure pub, à notre grande surprise, Heath Slater et Jinder fucking Mahal qui étaient au milieu du ring. Promo assez courte et fun de Heath Slater qui dit que voilà le two-man's band, 2MB et puis 3MB va prendre Raw d'assaut. Sauf que Mick Foley débarque à ce moment-là et dit que oh les gars vous êtes pas à Raw, mais par contre je vous donne une opportunité de catcher là tout de suite maintenant en Abbeville, parce qu'ils étaient en Abbeville, pour un contrat. La cloche sonne, big boot de Jinder Mahal, 1, 2, 3, c'est fini. Donc Jinder sera manifestement à Raw et Heath Slater continue son running gag de c'est le free agent de la compagnie. Donc il n'a toujours pas de contrat. Donc voilà, c'est la fin de ce Jobbers World relativement fourni cette semaine. Un commentaire d'ensemble peut-être, Hank, sur ces... Un commentaire d'ensemble. Non, seul truc que je retiens, c'est que il était très bien ce squash de Nia Jax et oui. Voilà, j'aime beaucoup Nia Jax, donc je suis content. Ils font, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas exactement le même squash que la semaine dernière, et donc du coup, exactement. C'est cool. Le reste. Heath Slater, quand on parlera de SmackDown tout à l'heure, oui. on pourra en parler, mais ils sont plutôt sympas avec lui. Il lui laisse du temps pour je suis d'accord. Pour faire du divertissement, et c'est cool. Ouais, c'est un running gag plutôt bien géré. Ouais, moi aussi, juste un truc à dire, c'est que manifestement ils ont abandonné Darren Young. Ah oui, alors là Darren Young, il est bad again, hein. Ouais, il est bad again. Là, il est pas great again. Il est bad again. C'est terminé pour lui. Il s'est fait attaquer aussi en coulisses après. C'est Titus O'Neil qui s'est fait attaquer en coulisses par Darren Young pendant que Backlund était en train de lui gueuler dessus. Enfin bref, ça nous fait une petite feud pour un dark match, hein. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, revenons aux affaires sérieuses de ce Raw. Et donc, si on reprend le petit déroulé chronologique, nous reprenons juste après donc le squash de Braun Strowman et la séquence Pokémon Go désopilante de Raw, donc pour une promo de Finn Balor dans le ring. Donc encore une fois assez surprenant, comme Sasha Banks, hein, parce que on part sur de la promo live solo pour deux mecs relativement un peu jeunes, un peu rookies au micro. Donc du coup, c'était initialement booké comme étant une interview dans le ring par Michael Cole. Sauf que Finn Balor arrive et il envoie gentiment péter Michael en disant que c'est bon, je vais gérer, il y a pas de problème, j'ai des choses à dire. Non, c'est pas, non, t'as dit Finn Balor, tu voulais dire Seth Rollins en fait. De quoi? Non, j'ai dit Finn Balor, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas Finn Balor qui envoie péter. Ah oui, non, pardon, oui, il envoie, c'est Seth Rollins qu'on voit après. Ouais. En effet, tu as raison.
Et donc du coup Finn Balor arrive, bon superbe. Moi j'adore son entrée. Hein. Tiens, j'en profite, hein. Mais j'adore son entrée. Je regardais assez peu NXT, donc du coup j'étais pas trop au fait, mais je trouve ça vachement sympa. Et la façon dont il filme le public à chaque fois quand il fait ses bras en l'air là, quand il écarte les bras là avec le rythme de la musique, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, bon super entrée. Il a le temps de parler grosso modo 20 secondes de blabla ultra standard et donc Seth Rollins arrive en effet. Donc Seth Rollins intervient, interrompt tout ça et envoie prestement Michael Cole de retour à son poste. Donc Seth Rollins arrive et donc commence à complimenter Finn Balor, complimenter un peu sur les faits d'armes de Finn Balor, mais d'une façon assez perfide, puisque finalement il ne fait que le complimenter pour mieux se mettre lui-même en valeur. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien fait, puisqu'il dit bah voilà, Rollins, il dit Finn Balor, toi t'as été champion NXT. Bah ouais, moi c'est super, mais sauf que moi Seth Rollins, j'ai été une des toutes premières superstars de NXT et le tout premier. Et même et le premier champion NXT de l'histoire du show. Donc c'était bien mignon, mais tout ça je l'ai fait et je l'ai fait mieux. Et puis après il parle de oui, toi Finn Balor, t'as eu un impact immédiat dans le show pour ta première soirée, t'as battu des superstars de très très haut calibre et t'as décroché un title shot. Ok, d'accord, mais moi là pour ma première soirée, enfin pour mon premier match de retour après ma blessure qui aurait pu mettre fin à ma carrière, parce que voilà. Seth Rollins s'était fait il y a quelques mois une blessure très grave au genou. Il revient et qu'est-ce qu'il fait pour son premier match? Il gagne le titre de champion du monde à Money in the Bank contre Roman Reigns. Donc excuse-moi Finn Balor, mais c'est quand même de la pisse à côté de ce que moi j'ai fait quand je suis revenu. Donc voilà, une promo où finalement il se sert, c'était pas mal parce que il met over Finn Balor avec voilà les faits d'armes. Finn Balor, putain, t'es pas n'importe qui, mais en face de toi t'as un mec qui est encore bien au-dessus, et il l'a fait d'une certaine façon qui était suffisamment condescendante pour pas s'attirer les vivas de la foule, parce qu'il reste encore un peu populaire, Seth Rollins, mais du coup il a fait une promo très fine pour à la fois mettre over Finn Balor et se faire huer, donc c'était vraiment une très belle promo. Une promo très fine Balor. En effet, une promo très fine Balor. Non mais en tout cas voilà, moi j'avais noté superbe partition de Seth Rollins, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique et donc du coup Balor réplique. Donc les premières répliques de Balor sont assez molles. Moi, j'étais pas très fan. Donc il réplique qu'il va battre. Oui, bah d'accord, c'est très bien ce que tu dis, mais moi je vais te battre pour à SummerSlam pour le Universal Title. Oui, bon bah ok, super. Seth Rollins enchaîne du coup en disant que Raw c'est son show. Et là, Finn Balor commence à monter un peu en température. Il dit ouais, mais ok, mais moi partout dans le monde, partout là où je suis allé, il y avait toujours un mec comme toi, il y avait toujours un top guy, et je l'ai toujours battu pour lui prendre son spot. Donc du coup, pas trop mal. Rollins réplique en expliquant que s'il est le top guy, c'est pas par hasard et qu'on lui a jamais rien donné sur un plateau. Bon. Assez savoureux comme commentaire parce que c'est très très hypocrite, hein. Mais on lui a jamais rien donné sur un plateau, avec l'expression américaine qui est we didn't handle me nothing, ce à quoi répond Finn Balor en profitant du jeu de mots, genre ce que je vais te handle, enfin ce que je vais te servir moi en tout cas à SummerSlam, c'est ton cul, genre c'est I will handle your ass. Genre je vais te servir ton cul sur un plateau, grosso modo, hein, c'est un peu ça si on peut le traduire en français. Bon, réplique déjà entendu, assez classique, mais toujours efficace. Ce sur quoi, sur cette énième provocation, Finn Rollins, pas mal ça. Finn Balor et Seth Rollins entament un petit début de baston que Balor gagne sur fuite un petit peu sur fuite de Seth Rollins. Donc voilà, une promo assez qui a monté un peu en puissance petit à petit pour Balor. Il était assez en dedans au début, et tu sens que les promos live comme ça, c'est pas encore son truc. En plus, il tombait face à un sacré client en face, hein. On l'avait prédit les semaines précédentes. On savait que les premiers affrontements au micro seraient compliqués. Et là, en effet, pour moi, Seth Rollins l'a détruit au micro. C'était assez gênant au début parce que tu vois la différence d'aisance, c'est évidence. Les répliques sonnent beaucoup plus justes dans la bouche de Seth Rollins, donc c'était assez délicat.
Il a réussi petit à petit quand même, Finn Balor, je trouve, à remonter un peu dans le segment et à finir pas trop mal. Et puis bon, après, on le voit dans une façon assez classique finir triomphant, puisque Seth Rollins se carapate la queue entre les jambes là. Mais voilà, une promo, tu sens qu'il y a encore du boulot, mais c'était quand même plutôt bien et ça book pas trop mal leur match, ça fait monter un peu la sauce, donc c'est pas trop mal. Ouais, et moi je serais un peu moins gentil. Ah. Le truc c'est que Balor, ça fait combien? Ça fait 2 ans que je suis NXT. Je l'ai vu donc pendant combien? Un an. Il était dans le show depuis 2 ans. Ouais, non, 2 ans ou 2 ans et quelques, je sais plus. Mais je l'ai jamais vu. Si, forcément, il a progressé un poil, mais je l'ai jamais vu passer un seuil en fait, Balor au micro et il a le même niveau. Il y a un an, il avait le même niveau au micro qu'il a aujourd'hui, quoi. Et c'est le truc dont je parlais donc dans le dernier podcast, c'est que j'ai vraiment peur là-dessus. Il faut qu'il se secoue ou que quelqu'un le secoue, mais moi, dès qu'il a parlé dans cette promo, j'avais l'impression d'être en interview backstage, tu vois, genre avec Jojo, quoi. En mode pourquoi alors qu'est-ce que vous attendez de ce match? Ah oui, bah je vais le battre parce que je suis le meilleur et vous savez un peu ça. mon passé il prouve que j'ai battu des gens partout, etc. Le gimmick de j'ai battu des gens partout, ça commence à faire un peu too much parce qu'il y a Edge Styles. Le problème c'est quoi là, ils l'utilisent tous. Ouais. Donc bon, voilà, j'ai battu des gens partout. Les gens, je veux dire, le spectateur moyen qui regarde à la télévision et qui est pas sur Internet, pas sur les forums, etc. Il en a, c'est bien, mais il en a un peu rien à faire. Il sait pas ce que ça veut dire le catch dans le monde. Donc voilà. Ouais, Rollins Rollins a été gentil, hein. Moi, j'imagine défoncer vraiment, mais Rollins, tu vois que Rollins s'est adapté, s'est retenu, etc. Parce que Rollins en promo contre, je sais pas, contre Roman Reigns ou contre Ambrose, est bien plus violent que ça. Il est bien plus violent, ouais, je suis d'accord. Et mais c'est vrai que tu sens qu'il s'est, tu pourrais presque croire qu'en effet Seth Rollins s'est un peu retenu parce que si tu te dis que s'il lâche les chevaux, il va faire passer l'autre pour un con, quoi. C'est vraiment, c'était un peu ça, parce que je suis d'accord, il a vraiment, Finn Balor pour l'instant il nous joue la gimmick du face qui vient du monde indépendant, genre ultra classique, quoi. C'est vraiment, il a pas inventé le fil à couper le beurre, quoi. Là, le truc c'est que là aujourd'hui tu demandes à quelqu'un de donner la différence du personnage de Finn Balor, enfin entre le personnage de Finn Balor et le personnage de Sami Zayn. Ouais, non, je suis assez d'accord. Si ce n'est que voilà, vu que Sami Zayn est là depuis un peu plus longtemps, on s'identifie peut-être un peu plus au caractère underdog, genre jamais battu et tout, mais c'est vraiment parce qu'on l'a vu dans le ring plusieurs fois et tout, mais pas par ses promos, quoi. Donc je suis assez d'accord avec toi. Après qu'il l'envoie dans la fosse au lion, quoi. Donc bon, c'est et de toute façon il y a que comme ça que le public va pouvoir. Moi encore une fois, c'est un peu le même constat que pour la promo des filles. J'applaudis, on va dire, la volonté de donner du temps de micro à ces gens-là, parce que c'est le futur de la compagnie et c'est manifestement la direction dans laquelle on va en termes de main event, de booking, tout ça. Donc il faut leur donner le micro, sinon ils vont jamais progresser aux yeux du public, parce que ce que tu fais dans le ring c'est tout aussi important, n'en déplaise à certains, que ce que tu peux faire au micro, et donc c'est vrai que t'es obligé, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien l'image je pense que on doit pas être loin de la vérité quand on dit que Seth Rollins s'est un peu retenu dans sa promo. Après, je précise juste, je suis pas en train de dire que c'était une catastrophe. Non, pas du tout. Et il a fait juste un truc ultra basique, mais c'est un truc qui est largement insuffisant pour faire un main event, quoi. Ouais, c'était pas une catastrophe, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, sans spoiler, peut-être qu'on en parlera peut-être dans le supplément SmackDown, mais on pourrait faire le parallèle avec la promo qui a pu avoir entre John Cena et AJ Styles. Non, d'accord, c'est pas la même. Moi, c'était celle-ci, mais là, tu vois, quand un mec veut vraiment défoncer quelqu'un au micro et qu'il y va, voilà comment on fait. Mais bon, on en reparlera plus tard. Ouais. Donc, du coup, on enchaîne, et juste derrière ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un match pour le titre US. Et oui, vous ne rêvez pas, un match pour le titre US entre Mark Henry et
Rousseff. Eh oui, stupeur, mais pour mieux comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, puisque entre les divers segments dont on a parlé depuis le début du show, il y a eu un petit aparté en backstage dans le bureau de Stéphanie et Mick Foley. Donc ils étaient en train de parler du fait que voilà le prochain ambassadeur de la WWE à Rio pour les Jeux Olympiques serait Mark Henry. Donc Mark Henry arrive dans le bureau avec eux et Mark Henry est passablement agacé, enfin gentiment agacé, parce qu'il dit écoutez, c'est bien beau les gars, parce que voilà, Steph et Mick Foley le voient plus dans un rôle de mentor, ils considèrent que le temps de Mark Henry maintenant est passé, et Mark Henry lui il est pas d'accord, il dit non, donnez-moi encore une chance, j'en ai encore sous le capot, je suis tout à fait capable de faire un dernier run. Il dit j'aimerais réouvrir le Hall of Pain. Donc en lien avec sa gimmick un peu heel qu'il a eu lors de son dernier gros run à la WWE. Donc voilà, il dit non, je suis encore capable de faire ça, donc donnez-moi une chance et tout. Et là, de façon assez incompréhensible, puisque manifestement il suffit de dire ça au GM pour avoir un title shot, mais Mick Foley dit écoute, puisque tu penses que t'as encore les moyens, je te donne un title shot contre Rusev pour le titre US ce soir. Mais Okay. tu sais, Raw, c'est la brain des opportunités. C'est ça, non, exact. Non, c'est trop fait. On ne sait plus. On ne sait plus. En tout cas, la brain des opportunités pour les vieux briscards de 40 balais, c'est Arrow. Et donc, du coup, Mark Henry a un title shot. Donc, ce title shot intervient juste après la promo de Balor et Rollins. Donc, match contre Rusev. Match plutôt sympa. Donc, d'entrée de jeu, grosse bataille de puissance. Hein. C'est quand même deux mastodontes qui s'affrontent. Donc, vraiment une bataille de puissance d'entrée de jeu avec une domination quand même de Mark Henry assez forte. Rusev prend le dessus, domination qui s'étend jusqu'à la première coupure pub. Au retour de la pub, Rusev reprend le dessus, mais Mark Henry quand même continue de riposter avec des coups de la corde à linge. Finalement, Rusev met définitivement un stop à la domination de Mark Henry avec un magnifique super kick super impressionnant. D'ailleurs, moi toujours les super kicks de Rusev, je trouve, sont peut-être les plus beaux actuellement. Donc super kick de Rusev dans les gencives. Et puis alors là, un autre absolument vicieux dans la nuque d'un Mark Henry à genoux sonné après le premier. Super kick dans la nuque pour le coucher, vraiment qui claque fort, qui fait mal. Et donc du coup il enchaîne avec sa classique accolade. Abandon de Mark Henry qui avait pourtant mis sa plus belle tenue USA, puisque forcément il était contre Rusev, donc c'était de rigueur. Donc abandon de Mark Henry et victoire, et Rusev conserve son titre. Donc voilà, Mark Henry n'a pas réussi à faire taire ceux qui doutaient de lui, et voilà, son beau discours n'aura pas été suivi d'effet malheureusement pour lui. C'est pas grave, il a son boulot de représentant de la voilà, WWE aux Jeux Olympiques là. Donc on a une petite promo post-match du Rusev dans le texte. Hein. Voilà, Rusev, stupid Americans, il se moque de Mark Henry, il se moque des États-Unis et des futures victoires des États-Unis aux Jeux Olympiques de Rio qui seront de toute façon entachées de controverses puisqu'ils ont banni tous les vrais athlètes comme la Russie, la Bulgarie, tout ça. Bon. Pas persuadé que ce soit fantastique comme angle, hein, parce qu'on sait pourquoi ils ont été bannis quand même, mais bon, c'est peut-être pas fantastique, hein, parce que le dopage, tout ça, c'est pas génial. Et puis Rusev, lui, c'est un super athlète Rusev, et c'est pour ça qu'il est champion des États-Unis. Et donc du coup, il défie quiconque de le battre. Donc là, forcément, généralement, quand un heel dit ça, on s'attend à voir un nouveau challenger débarquer des tréfonds des vestiaires, et qui voilà, stupeur dans l'assemblée. Donc moi c'était un peu un mark moment pour moi, hein, parce que je reste fan de l'homme, je suis minoritaire, hein, mais bon. Roman Reigns arrive, et oui, vous ne rêvez pas, Roman Reigns. Il arrive, et là stupeur, il s'avance vers le ring. Il monte dans le ring, bataille de regard, il se colle à 2 cm du visage de Rusev, bataille de regard, bataille d'hommes, bataille de stéroïdes. Donc là on sait comment ça se passe. Hein. Reigns dégaine le premier,
Il envoie Rousseff voler hors du ring, Superman punch dans la face, et on termine là-dessus. Donc manifestement, Roman Reigns se dirige vers le titre US. Pour l'instant, rien d'officiel, mais il y a fort à parier que nous aurons une affiche Roman Reigns, Rousseff à SummerSlam. Qu'en penses-tu? Et voilà, les enfants, comment la WWE a sauvé Roman Reigns. Non mais non mais oui, bah c'est bien, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. De big guy. Le Reigns avait besoin. Enfin, on savait qu'il était en dépouche et il avait besoin. Ils l'ont pas enfoncé, tu vois. Ils ont bien joué le truc parce que Rusev a une bonne une bonne cote et une bonne crédibilité depuis depuis quelques j'allais dire semaines voire mois. Ouais, mois un peu. Donc voilà, c'est un champion bien stable, indestructible. Reigns, voilà, ça va permettre aussi de faire des matchs peut-être du coup qui demanderont un peu moins de technique et qui demanderont un peu plus de bump. Donc oui. Donc voilà, c'est un très bon adversaire pour Reigns. J'espère que Reigns va encore un petit peu progresser dans le ring. Moi, il est capable de faire des très bonnes choses. Hein. On avait parlé de son match avec AJ Styles, enfin ses matchs avec AJ Styles. Oui. Mais donc du coup voilà, ouais, non, je suis super content. Et puis j'aime bien le. Alors, c'est à chaque fois on dit ah c'est bien, Reigns il est passé en mode un peu plus badass, un peu moins gentil, qui fait des petites blagues, enfin qui fait pas des petites blagues mais qui a un petit sourire en coin ou des trucs comme ça. Ça va et ça vient, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que il va vraiment la jouer voilà badass, déjà qu'il a sa petite barbe un peu dégueu qui pousse là. Ouais, il a bien laissé pousser sa barbe pendant sa suspension. Donc voilà. Non, c'est bien, et puis voilà, ils l'ont pas mis, enfin de toute façon ils auraient pas pu, mais ça fait plaisir quand même de voir un mec contre Rusev qui est pas habillé avec le drapeau américain, quoi. Parce que attention, ne nous avançons pas. on ne sait pas. Ils vont pas lui faire un costume de comment on appelle, l'oncle Tom. De l'oncle Tom. Non, en effet, j'ai du mal à croire que le gilet pare-balles le seul mec qui peut faire un bon match avec un costume avec le drapeau américain contre Rusev, c'est Jack Swagger. Oui, je pense. Non, mais non, bah ouais, moi je suis complètement d'accord. Je suis très très content. Je suis vraiment très content de voir Reigns redescendre dans la carte, puisque bon bah c'est quand même, enfin tu redescends dans la carte, hein, tu passes du titre mondial au titre US, mais rester quand même dans la course pour une ceinture, donc pour un truc un peu sérieux, parce que je pense que ça aurait été trop violent pour son personnage et pour son exposition de le faire redescendre dans un match sans réel enjeu en fait, sachant que toutes les personnes avec lesquelles il a un vrai historique, un vrai passé en termes de feud sont dans le main event de SmackDown ou de Raw, hein. Donc ça aurait été trop compliqué de repartir un peu à zéro de trop bas. Donc là je trouve que c'est vraiment très malin. Et puis enfin Reigns en plus c'est un adversaire parfait pour lui, hein. Je pense que vraiment il est très fort, Reigns, dans les matchs où il faut faire jouer sa puissance. Il l'a montré par le passé qu'il était capable de faire des vrais beaux matchs de brawler, je trouve, où il cogne fort, où il enchaîne les spots, parce que mine de rien, enfin c'est pas un rigolo quand même dans le ring. C'est évidemment pas un grand technicien ni un vétéran du ring qui va te raconter une histoire fantastique et tout. Il a quand même besoin d'avoir un bon adversaire en face. Mais dans des matchs où ça demande de la puissance, de l'intensité, de la violence, il est là. Et de l'endurance aussi. Et de l'endurance, ouais. Endurance. Il a une très bonne endurance, donc un match contre Rousseff, je suis sûr que ça peut faire une très très belle affiche, une affiche très surprenante, qui peut être vraiment très sympa. Et puis je trouve que ça va dans le sens du virage qui est opéré quand même un peu depuis un certain temps, parce que tu l'as dit, son personnage de face qui faisait des petites blagounettes, qui essayait de faire marrer les enfants, ça fonctionnait pas très bien. Il avait du mal, ses blagues faisaient scripter, on n'arrivait jamais vraiment à accrocher. Petit à petit, les semaines passant avec son titre de champion, il avait viré un peu avec son I'm not a bad guy, I'm not a good guy, I'm the guy, dans un côté un peu plus
face un peu plus arrogant, un peu plus je m'en fous de ce que vous racontez, qui était plus appréciable, je pense, qui était un peu mieux. C'est là qu'on voit vraiment qu'ils savent pas quoi faire avec lui, hein. Ouais. Parce que quand même, ce passage, en fait, tu pouvais te demander, d'un côté, ça pouvait être le face qui faisait genre une espèce de petit running gag, et de l'autre côté, tu pouvais te dire ça faisait un début de heel turn, et c'était aucun des deux. Non, en fait. c'était aucun des deux. Mais et au final, là, le voir, finalement, il est quand même meilleur. Non pas qu'il soit nul au micro, parce que je pense pas qu'il soit nul au micro, mais il est quand même meilleur quand il parle pas et quand il arrive et que genre il défonce tout le monde, quoi. Enfin, c'est genre il a le physique pour, il a la gueule pour. Donc du coup c'est parfait, tu vois, quand tu le vois, Rousseff, un champion heel qui lance un challenge, tu vois Roman Reigns qui arrive avec une gueule genre je vais te défoncer, il arrive sur le ring, qu'est-ce qu'il fait? Il le défonce. Voilà, ça marche tout de suite. Le public l'a pas vraiment sifflé d'ailleurs, et ça fait que voilà, c'est un booking très 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 classique et très bien. Et je pense qu'il peut s'en sortir beaucoup mieux dans ce côté peut-être un peu plus solitaire pendant quelques temps, moins tchatcheur, moins arrogant. À la limite, c'est peut-être pas la peine de lui donner trop le micro pendant un petit moment. Tu le fais juste arriver en mode badass, il défonce tout, il repart. Et J'attends juste de voir le public de la semaine prochaine parce que le public de cette semaine était quand même assez mort, j'ai trouvé. Ouais, c'était Atlanta, je crois que d'ailleurs c'est pas réputé. Donc bon, peut-être aussi que juste ils en avaient rien à foutre et c'est pas du genre. Parce que quand t'as un public constitué à 50% de marques NXT machin. Ouais. C'est pas pareil, mais bon. Bon, du coup, il va avoir de plus en plus de mal à échapper au parallèle avec John Cena, hein, parce que déjà qu'il a une carrière un peu en mode John Cena accéléré avec son push stratosphérique, il a chopé le titre et tout. Et puis maintenant, il est déjà dans la phase descendante de John Cena où il va prendre le titre US contre Rusev. Donc du coup, il suit vraiment la même trajectoire en condensé. C'est un peu marrant. Mais voilà, du coup, on enchaîne avec qui? On enchaîne avec les New Day, et donc la scène tag team assez réduite, hein, assez congrue à Raw, puisqu'elle se résume à 2 équipes actuellement. Les tag teams, donc le New Day et le club, hein, puisque on vous rappelle que les autres équipes sont prises dans une feud autour de l'application Pokémon Go, hein, donc on peut pas vraiment faire quelque chose. Donc les New Day et le club dans un match, dans un 2v2 ce soir qui a été booké. Alors tu m'arrêteras hein, si je me trompe parce que c'est un peu flou pour moi. Comment ça a été booké, mais donc si j'ai bien tout compris, le club voulait un match contre le New Day ce soir, mais il voulait que ce soit un vrai 2v2. Donc du coup, il voulait qu'un des membres de l'équipe de la Licorne reste en backstage, ce qui fait que ça a donné lieu à un micro-segment avant le match backstage très rapide où on voit les New Day piocher dans un grand sac à patates un peu marron et ressortir chacun avec un fruit à la main. Et donc voilà, très très amusant puisqu'on voit Kofi Kingston et Big E ressortir avec une orange ou une mandarine là, et Xavier Woods qui sort avec une banane à la main. Bon, je sais pas comment il a fait pour pas sentir que c'était pas un truc rond dans le sac qui s'est fait avoir. C'est la blague quoi. C'était la blagounette. Je sais pas. En fait, j'ai pas du tout capté que qu'ils avaient négocié un truc ou quoi que ce soit. Je crois que c'était ça. Mais bon, après c'est logique. Tu vas pas faire un 2 contre 3 quoi. Non, mais bon, donc du coup ils ont profité pour faire un peu d'humour sur comment est-ce qu'ils allaient sélectionner le mec qui ne catchait pas. Donc c'est tombé sur Xavier Woods qui a pioché la banane. Bon, ils arrivent quand même à 3 dans le ring pour faire une mini promo avec leurs fruits à la main d'ailleurs, ce qui forcément n'a pas loupé. Ils en ont profité pour faire une blague, hein, parce que vous comprenez, une banane, 2 mandarines, ça donne forcément lieu à des petites blagues dans le même esprit que le segment d'ouverture, hein, donc voilà, encore une fois de très bon goût. Mais bon, avec eux ça fait toujours marrer parce qu'ils sont toujours dans le ridicule, donc bon c'est toujours assez rigolo. Bon, du coup Xavier Woods quitte les abords du ring, hein, le club arrive pour le match. Rien à souligner hein, de particulier. Je vous détaille pas la promo du New Day, hein. C'était des petites blagounettes, boutillos et compagnie. Pas grand chose à dire. Donc le club arrive.
le club arrive et donc match 2v2 et on a un match super court parce que je pense qu'il a fait 1 minute 30 à tout péter. Un match super court où finalement le club pêche un petit peu par excès d'orgueil, excès de confiance et ce qui fait que Biggie gagne sur un roll-up, donc un roll-up, hein, vous avez bien entendu, en 1 minute 30 même pas. Donc du coup, énorme frustration du côté des Heels et s'ensuit un beatdown assez violent. Où Xavier Woods du coup revient parce qu'il était exclu des abords du ring, mais Xavier Woods revient, tente le sauvetage mais se fait sécher aussitôt. Double Boot of Doom sur Biggie, hein, c'était pas le Magic Killer, je crois que c'était le Boot of Doom. Donc sur Biggie qui est complètement KO. Woods tente de revenir mais il se refait défoncer. Entre-temps, Kofi Kingston s'était fait envoyer valser aussi. Donc du coup, le club est triomphant. Juste avant de partir quand même, histoire de faire bonne mesure, ils écrasent les robignoles de Biggie sur le poteau dans une scène absolument horrible pour nous, la jante masculine. Et puis bah voilà. Donc un segment que moi personnellement j'ai trouvé assez bancal parce que bon, très bon beatdown, très violent, très bonne hit, très bonne huée pour le club. Donc bon bah ok, voilà, ils sont heel, ils affirment leur position de heel vis-à-vis des face, mais j'ai pas aimé le fait qu'ils aient perdu le match en fait juste avant, parce que si c'était pour arriver à ce résultat, ils auraient très bien pu faire un match de 5-6 minutes où par frustration ils finissent par se faire disqualifier et puis ils défoncent les gentils. Là, les faire perdre en 1 minute 30 sur une grosse erreur d'inattention, je trouvais que c'était peut-être pas forcément la meilleure façon de les installer comme une équipe très dominante, parce que c'est bien beau de savoir faire des beatdowns post-match une fois qu'on est disqualifié, mais si on n'est pas capable de gagner un match, ça t'emmène pas très loin. Donc du coup, c'était pas forcément très satisfaisant de ce côté-là. Ouais, ouais, vas-y. Mais juste, pourquoi vous donnez pas la parole au club, alors que genre les New Day on les entend toutes les semaines pendant 10 minutes depuis des mois, et genre le club c'est leur nouvelle rivalité, c'est censé être les premiers à être un peu sérieux depuis pas mal de temps pour choper la ceinture. Donc pourquoi ils ont pas un micro pour expliquer pourquoi les New Day les insupportent et tout ça, et voilà, moi ça m'a manqué. Enfin franchement, New Day c'est bon, on a compris quoi. Enfin, les mecs à chaque fois ils arrivent, boutillos, pouet, regardez, on vous suggère une beat ou un truc. Donc bon, c'est pas désagréable, mais bon, c'est comme regarder la rediff d'une série qu'on aime bien quoi. Ouais. Donc c'est pas faux. C'est pas faux. On pourrait. Bon, le match, y a pas grand chose à dire. Hein. Non. C'est pas vraiment un match. Mais donc ouais, c'est vraiment c'est l'affiche pour l'instant. Si on compte pas les matchs qui vont être pré-show, je sais même pas s'il va peut-être être en pré-show en fait celui-là. Je sais pas. Enfin, pour l'instant, pour l'instant, c'est pas officiel, non? Ah non, il y a pas de match officiel. Mais enfin, il va y en avoir un. Non, j'imagine que ça va être pour la ceinture, donc ça va pas être en pré-show. Mais en tout cas, donc du coup, si c'est un match pour la ceinture, pour l'instant, c'est vraiment le match qui m'intéresse le moins de la carte. Et bizarrement, parce que j'ai envie de voir si déjà, je pense que le club, enfin, je trouverais ça logique que le club prenne la ceinture, parce que il commence à stagner New Day. Et ouais, non, c'est encore une occasion manquée. C'est pareil, j'en parlais la semaine dernière. Les New Day, il faut qu'ils prennent quelqu'un au sérieux, quoi. Faut qu'ils arrêtent le. Bon, alors attention, hein, parce que la dernière fois qu'ils ont pris quelqu'un au sérieux, ça nous a donné la vidéo dans le jardin des Wyatt là. Donc bon, attends. Mais maintenant Biggie, attention, la storyline dramatique, c'est que Biggie était dans les coulisses à souffrir le martyr oui. avec un docteur, alors que non, mais ça c'était très mal fait en plus, parce que Biggie il est censé alors je prendrais le truc en sens inverse. En fait, on a un passage où Michael Cole, Corey Graves et merde, comment il s'appelle,
enfin au Tonga, ils sont avec des têtes dramatiques, quoi, genre comme si on venait de blesser l'Undertaker. C'est Byron Saxton. C'est pas Ah Otunga, non, oui, SmackDown. au Tonga c'est SmackDown. T'es tellement transparent, Byron Saxton. Ouais. Et donc du coup, on a ce passage qui est juste après, donc juste après le moment où on voit Biggie dans les coulisses en train de souffrir. Et donc ils sont avec des têtes dramatiques, comme si il y avait une vraie blessure, comme si quelqu'un était parti en civière et tout ça. Et juste avant, en fait, la séquence qu'on voyait, c'était Biggie et son équipe qui est en train de s'agiter autour de lui, un arbitre ou un docteur, je sais plus, qui était à côté. Ouais, je sais plus. Et Biggie qui genre est censé être ultra blessé, mais en fait il arrête pas de bouger sur son lit. Genre comme si je sais pas, il avait Il se tord de douleur. Ouais, il se tord de douleur, mais en clair, tu vois qu'il a rien à la jambe, quoi. Il est juste en train de se balancer, un peu comme un bébé, qui a mal au doigt et qui tombe par terre pour dire qu'il a mal. Mais, ouais, c'était un peu bizarre, ouais. donc voilà, c'était, ça pareil, tu vois, ils auraient pu faire un truc sérieux, genre, une grosse blessure de Biggie. Là, ils prennent les choses au sérieux, genre ok, d'accord, c'est. Vous voulez jouer à ça, Et voilà, je ça suis aussi d'accord, mal fait. Ouais, non mais bon, voilà. Bon, je me dis, voilà, moi je trouve départ de Feud un peu bancal. J'ai pas trouvé ça très bien exécuté. Bon, il reste encore 3 semaines. Ils ont le temps de m'intéresser au match parce que je suis d'accord avec toi. La carte, bon, on fera peut-être un petit récap après, mais la carte est pour SummerSlam s'annonce comme terriblement sexy quand même. Et c'est peut-être le seul match potentiel, s'il n'a pas encore été officialisé, mais bon, a priori, on y va quand même tout droit, qui pour l'instant me laisse me laisse de marbre pour le moment. Mais bon, ils ont le potentiel pour remonter la pente. Je me fais pas de soucis, mais en effet, ça peut passer par donner le micro au club pour qu'ils expliquent leur motivation et peut-être donner un tout petit coup de sérieux au New Day. Parce que les mecs en face, c'est quand même pas des rigolos, quoi. Donc du coup, ouais, je suis d'accord. On enchaîne, et on enchaîne avec quelque chose d'assez. Alors moi j'ai trouvé très très sympa. C'est un match entre Cesaro et Sheamus. Et encore une fois, comme le Rousseff Mark Henry, il va falloir faire un petit retour en arrière pour comprendre, parce que ce Cesaro Sheamus, il vient pas de n'importe où, il vient de encore une fois une caméra dans le bureau de Stéphanie et Mick Foley, hein, donc c'est là où tout se passe, hein, c'est le bureau où il faut être, puisque Sheamus arrive dans ce bureau et donc déclare qu'il se sent insulté d'avoir vu le Mark Henry avoir un title shot, puisque c'est vrai après tout, pourquoi est-ce que moi, Sheamus, quadruple champion du monde, j'ai pas le droit à un title shot et du respect de la part de l'autorité du JM. Alors, et puisque oui. Raw est la brand des opportunités. Et puisque Raw est la brand des opportunités, donc il dit, bah moi aussi je veux un title shot. Là j'ai envie de dire, après tout, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Enfin ils l'ont un peu dans le fion maintenant, Mick Foley et Stéphanie, parce qu'à force de filer un title shot pour n'importe qui, eh ben maintenant c'est normal. Là pour le coup c'est du bon booking, on va dire. C'est normal de voir Sheamus arriver pour dire, bah écoutez les gars, il y a pas de raison. Moi je suis tout aussi légitime, voire plus. Donc je veux un title shot. Et sauf que à ce moment-là, il y a Cesaro qui arrive, lui aussi, et qui alors lui, bah du coup, il a tout compris, hein, il passait par là, il dit bah attendez, hop, Sheamus va te faire foutre, moi aussi je veux un title shot, en plus voilà, ça va un peu de pair avec les récentes promos de Cesaro qui dit qu'on lui fait pas confiance, il a pas d'opportunité, de trucs et tout, donc lui il dit bah ouais non, attends, moi je veux aussi un title shot, y a pas de raison, voilà, il s'engueule, patati patata, et donc là, Mick Foley dit j'ai la solution. Puisque c'est comme ça, vous allez avoir... Match. Non, pas tag team match. Il dit, puisque c'est comme ça, il va y avoir un match entre vous deux pour déterminer... Il y aura, enfin en tout cas, il dit pas clairement que c'est un match pour le first number one contender, mais en tout cas il dit, vous allez avoir un match tous les deux et le vainqueur aura un title shot dans le futur. Bon, donc il reste assez vague pour se laisser des opportunités de booking, mais bon, c'est ce qui est plutôt malin. Mais en tout cas, voilà, un match avec un enjeu qui est pas bête du tout. Et on arrive donc au match qui arrive donc du coup un peu plus tard dans la soirée, juste après les New Day.
Un match qui était pas mal, enfin moi en tout cas qui m'a bien plu, puisque tu sens que déjà ils s'aiment pas, parce que dès que la cloche retentit, donc ils se foutent sur la gueule d'entrée de jeu, avec des uppercuts dans tous les sens, donc une grosse intensité en début de match. Les mecs se rendent coup pour coup, c'est très violent. Sheamus se sort du fameux uppercut train de Cesaro, là où il court dans les coins, enfin mettre des uppercuts dans tous les sens. Sheamus arrive à s'extraire de cette séquence, mais mange dans la figure un cannonball de Cesaro superbe, hein, depuis le ring vers l'extérieur sur Sheamus. Donc super spot. Ils enchaînent sur une brawl un petit peu grosse baston, un peu fouillis à l'extérieur, dans laquelle Sheamus prend l'avantage. En faisant manger le poteau du ring à Cesaro, et puis ensuite en lui mettant une souplesse, en le body slammant contre le ring, donc deux moves assez violents de Sheamus qui lui permettent de reprendre l'avantage. On revient à l'intérieur du ring, donc là Sheamus qui du coup en profite pour ralentir un peu le match, pour mettre en place sa séquence plus classique de heal, hein, beaucoup plus lente, à coup de prise au sol, de jeu avec le public. Donc voilà, il s'attire un peu les foudres de la foule. Et au moment au moment presque au plus fort de la domination de Sheamus, alors qu'il semble vouloir porter son fameux Irish Curse Backbreaker, là, vous savez, quand il commence à soulever un petit peu son adversaire pour une souplesse et qu'il la transforme en brise-rein, et ben alors là, il y a Cesaro qui sort un contre superbe. Moi j'ai adoré cette séquence, donc il contre le Irish Curse Backbreaker en se remettant sur ses pieds et en attrapant Sheamus pour son neutralizer. Ça faisait très longtemps, je crois qu'on ne l'avait pas vu, ce move, ce finisher, et pour une victoire finalement très soudaine et super plaisante. Donc du coup victoire de Cesaro qui manifestement décroche un title shot dans le futur. On présume pour le titre US, ça n'a pas été précisé, mais bon, c'est un peu dans la logique des choses. Écoute, il y a pas d'autres titres du coup. Hein. Oui, de toute façon a priori il y a pas d'autres titres. Donc voilà, écoute, je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, ouais, c'était un bon match et même si Cesaro manque encore un poil de charisme. Enfin, je sais pas, il me manque un petit truc quoi en ce moment. Et je pense aussi c'est parce que voilà, il a été démotivé. Il était pas loin d'être champion intercontinental il y a pas si longtemps voilà, il a été privé de ça alors qu'il a passé genre 3 mois sur F2 intercontinental. Mais par contre, enfin il fait toujours des trucs de fou. Enfin quand il soulève Sheamus là, c'est super. Mon Dieu. En plus, il le soulève pas. C'est-à-dire Cesaro quand il fait ça, généralement, il arrive à soulever, à prendre son adversaire. Enfin, l'adversaire est à la verticale au bout de, je sais pas moi, 3 secondes quoi. Mais là, comme c'est Sheamus, il a du mal au début et du coup Sheamus est à la diagonale pendant au moins 2 ou 3 secondes et c'est là que pourtant je suis pas du genre à faire du sport, mais si t'as ne serait-ce que soulevé n'importe quel objet lourd, tu sais très bien que si tu bloques à la moitié en diagonale comme ça, c'est super dur à monter. Très dur. Donc voilà, Sheamus qui doit peser je sais pas combien, mais ça doit être quand même une des armoires. C'est un beau bébé, hein, parce qu'il il est très grand en plus, hein, donc il doit faire facile plus de 100 kilos, je pense. Ouais, une bonne centaine. Donc voilà, c'est quand même, il arrive encore à me faire écarquiller les yeux, Cesaro, dans ces matchs. Donc voilà, ouais, très bon match. Je vois pas où ils vont pouvoir le caser, hein, Cesaro, et puis lui mettre un title shot pour l'US. Il est déjà, on en a parlé juste avant, il est déjà booké quoi. Et puis il est déjà booké. Rusev Reigns, ça va pas être un seul match quoi. Enfin, j'imagine. Je sais pas. Du coup, ça serait du gâchis parce que voilà, c'est une bonne chose en préparation. Donc c'est dommage. Et Cesaro, le seul endroit où il pourrait le caser, c'est dans ce foutu cruiserweight machin qu'ils ont toujours pas présenté. Non, ce n'est pas encore arrivé. Non, parce que le tournoi est toujours en cours pour les cruiserweight, mais c'est vrai que je sais pas comment est-ce qu'ils vont. Il est peut-être trop baraque pour le cruiserweight. Je sais pas trop. Je sais pas s'il y a des règles de poids, de taille.
Enfin oui, j'imagine de poids, mais bon, ouais. Moi, je reviens juste sur, enfin vraiment, si vous avez pas vu le match, je vous conseille juste de le regarder pour le finish, hein, parce que c'est vrai que Cesaro fait une démonstration de puissance et de fluidité qui est juste impressionnante. Et petit aparté sur le finish en tant que tel, moi j'ai vraiment adoré parce que ça donnait vraiment un côté complètement inattendu à la fin du match. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le tombé final, parce qu'en fait, donc c'est un contre sur le finisher de Cesaro, mais en plus il le porte pas, vous savez, comme 99% des matchs où généralement, quand le face se prépare à porter son finisher, il se replace un peu de façon artificielle au centre du ring face à la caméra pour bien expliquer que voilà, il va porter son finish et c'est fini. Là, en fait, il contre en plein dans le mouvement, c'est très fluide et il reste limite de biais face à enfin pas du tout face à la caméra, il porte son finish un peu dans le coin du ring et ce qui fait que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir et on s'attend pas du tout à ce que ce soit la fin du match. Donc voilà, je trouvais que c'était assez inattendu et j'aimerais bien qu'il fasse ça plus souvent parce que ça donne un côté beaucoup plus surprenant et naturel au finish des matchs. Et après t'apprendras qu'en fait il s'était juste mal placé. Oui, bah peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, si c'était fait exprès, j'ai trouvé ça vachement bien. Et après, moi, ça me dérange moins ce que tu reproches sur le fait, bah oui, on lui donne un title shot, mais où est-ce qu'on va le caser? Bon bah oui, il va falloir lui trouver une feud pour patienter, ça c'est sûr. Mais à la limite, j'aime bien le fait de planter des petites graines comme ça pour l'avenir. Et puis ça permet un peu de définir une sorte de title scene intermédiaire, parce que on parle toujours de title scene pour le main event, pour le titre mondial, mais jamais vraiment pour la ceinture, les ceintures intermédiaires, le ceinture intercontinentale, la ceinture US. Du coup, maintenant, voilà, dans l'esprit des gens, on sait que, a priori, Cesaro et dans une moindre mesure Sheamus, ils font un peu partie de la title scene US. Donc, du coup, va falloir compter avec eux pour la ceinture dans les semaines à venir, dans les mois à venir après SummerSlam. Ils vont être dedans. Donc, je me dis pourquoi pas. Je trouve que c'est pas mal. Ils l'ont fait aussi, on verra à SmackDown pour le titre intercontinental. D'une certaine façon, ils ont fait un peu le même procédé avec Baron Corbin. Donc, c'est pas si mal que ça. Et puis je trouve que c'est sympa de mettre des petits matchs en jeu comme ça qui sont bookés de manière logique. Bon, par contre, c'est vrai que le fait de booker ce match rend complètement stupide le booking du match pour le titre US juste avant, parce que tu te dis, bah, genre, eux, ils ont le droit à se battre l'un contre l'autre pour éventuellement avoir un title shot dans un futur plus ou moins proche, alors que lui, Mark Henry, il a eu le title shot direct. Bon, c'est la WWE, faut pas trop demander ce genre de truc parfois. Hein, mais bon. Ah bah c'est un vétéran. C'est un vétéran, voilà, c'est pour service rendu. Tous les droits. Bon, on enchaîne, et on arrive au dernier match de la soirée, qui était donc Sami Zayn contre Seth Rollins. Alors là, moi j'ai une question, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'a été booké ce match, j'ai pas compris. En fait, Rollins en a parlé dans sa promo contre Balor. On lui dit, en fait, enfin, quand est-ce qu'il a été booké? Il a été booké. On a l'impression qu'il a été booké par Seth Rollins. Mais, mais donc ouais, Rollins en parlait parce que vers la fin de sa promo, il disait, je vais te montrer ce soir que je suis The Ben en battant ton petit pote de NXT, Sami Zayn. Il n'y a pas de raison particulière. Non, je pense que c'était booké à l'avance. Par contre, et on s'en rendra compte, enfin on en a pas parlé là dans Raw, mais on s'en rendra compte surtout avec SmackDown. Cette semaine, ils ont montré de nombreuses fois que ils veulent enfin donner de la cohérence à beaucoup de choses. Donc là, par exemple, la cohérence, c'est le fait que voilà, Balor, pote de Sami Zayn, donc Seth Rollins contre Sami Zayn. Du coup, l'affiche a du sens. On a la même chose, on aura la même chose avec Fandango dans SmackDown. Enfin bref. Ok. Bon, du coup, voilà, parce que c'est vrai que j'avais pas trop compris, parce que à un moment, pareil, pendant l'émission, on voit en backstage Sami Zayn qui se fait interviewer, qui dit que oui, il va gagner son match ce soir, patati patata. Donc, on a tellement l'habitude pour les matchs de main event qui soient bookés en début de show ou qu'ils aient raison, que c'est vrai que je cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Bon, du coup, on passe au match. Bon, c'était clairement le match de la soirée. Hein. C'était bon, on s'en doutait vu l'affiche. Très 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 gros début de match avec beaucoup de contres, de changements de momentum. Donc c'est à toi, à moi. On enchaîne les moves, les spots. Ça commence à s'accélérer très fortement avec Sami Zayn qui donc hors du ring claque un moonsault à l'extérieur depuis la barricade. Très sympa.
Ce à quoi Rollins répondra en envoyant Sami Zayn plusieurs fois contre les barricades pour lui en mettre plein la tronche, avant de le remonter dans le ring pour une période de contrôle assez classique. Et donc là, on a vraiment une période de contrôle assez longue, typique Sami Zayn, on va dire, hein, où finalement Rollins contrôle. À chaque fois que Sami Zayn tente un comeback, il est remis la tête sous l'eau par Rollins qui contre et qui reprend l'avantage. Donc voilà, on est vraiment dans le personnage de face en péril que joue très bien Sami Zayn. Moi je trouve il est très bon dans ce selling et dans ce côté face un peu à l'agonie tout le temps, mais qui résiste, qui essaye de revenir, mais qui se fait encore défoncer, mais qui est jamais battu. Il arrive toujours à trouver un petit contre. Donc voilà. Et donc à chaque fois il tente plein de petits comebacks, mais il est contré. Et au bout d'un moment, Seth Rollins fait une buckle bomb, donc c'est sa fameuse power bomb dans un coin du ring sur Sami Zayn, mais qui du coup Sami Zayn contre immédiatement avec le rebond pour placer un lariat super violent sur Seth Rollins. Les deux hommes sont au sol. Premier répit dans le match, qui avait un rythme quand même beaucoup plus élevé que le Cesaro Sheamus par exemple de juste avant. Donc premier répit, les deux hommes sont au sol. Ils finissent par se relever au bout de 7 ou 8 secondes. Et Zayn prend enfin l'avantage avec un Michinoku Driver, puis une Blue Thunder Bomb, qui sont donc ces deux signature moves qui donnent deux très très bonnes near fall. J'ai mordu pour la Blue Thunder Bomb. Je me suis dit tiens attention. Et puis finalement deux near fall. Le match continue de s'accélérer en rythme, ça va de plus en plus vite. Il y a beaucoup de changements de rythme sur le finish, beaucoup de changements de rythme, beaucoup de à toi à moi encore une fois où ils esquivent, ils contrent les moves de chacun. Et Seth Rollins finit par esquiver un Hell of a Kick, donc le finisher de Sami Zayn, qu'il transforme en pedigree pour la victoire, 1-2-3. Donc un bon match d'une bonne douzaine de minutes, vraiment où les deux ont développé toute leur panoplie, tout leur arsenal, beaucoup de changements de rythme, c'était super plaisant à suivre. Et un booking je trouve nickel. Enfin voilà, c'est exactement comme ça qu'il fallait présenter le match entre les deux, puisque la défaite de Sami Zayn est logique. Il perd contre un mec qui est quand même dans le main event du show, donc qui va être dans le main event de SummerSlam pour le titre Universal. Donc c'est pas une honte de perdre contre lui. Il a fait une très très bonne prestation. Il apparaît pas du tout faible. Il a quand même mis le potentiel top guy en difficulté, et en même temps il fallait absolument que Seth Rollins gagne ce match pour conserver son momentum, sa crédibilité par rapport au discours qu'il a eu en milieu de show. Donc voilà, moi j'ai vraiment rien à dire, j'ai passé un super moment devant ce match et je suis très content du résultat, donc voilà. Eh ben non, c'était de la merde. Non, je déconne. je déconne. Non, mais j'ai rien à... Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. C'était un très bon match. Après... Enfin, le truc c'est que Raw et encore que SmackDown la semaine dernière, mais Raw la semaine dernière nous a tellement habitués à que des matchs qui avaient un enjeu, que là pour le coup c'était un des rares matchs qui avait aucun enjeu. Donc c'est bon, c'est vrai. On peut pas faire que des matchs à enjeu en même temps, mais donc voilà. Non, mais sinon le match était très bon, forcément avec ces deux types là, tu peux pas faire un mauvais match. En fait, c'était un très bon match, mais il y a rien qui m'a surpris en fait. Enfin, c'est pas grave. Enfin, ils vont pas surprendre. Ils l'ont très bien booké. Heureusement que Zayn n'a pas gagné, parce que ça aurait été franchement. Non, ça c'était pas bon du tout comme résultat. Je pense que Zayn gagne. Mais après ils font un bon match qui est pas surprenant. Je suis d'accord, mais je trouve qu'ils racontent vraiment la bonne histoire, parce que tu l'as dit. Du coup tu me l'as appris, parce que c'est vrai que j'avais pas fait gaffe pendant la promo de Seth Rollins, mais si du coup il a présenté Sami Zayn comme étant un peu à l'équivalent, en tout cas le petit pote de NXT de Finn Balor, du coup c'est encore plus, c'est vraiment bien comme match qu'il intervient au bon moment dans le début de rivalité, parce que du coup tu vois que Seth Rollins le profil de Zayn, qui est du coup assez similaire à celui de Balor, et ben du coup il peut lui poser des problèmes, mais à la fin Seth Rollins il est plus puissant, il est plus expérimenté, il est plus costaud et il gagne.
et du coup il finit par mettre à terre le petit gars qui virevolte partout et qui a beau être super résistant, il finit par lui mettre la tête sous l'eau une dernière fois quoi. Ouais, Donc, voilà, du coup c'est pas mal parce que ça fait pour les deux personnages c'est bien parce que Sami Zayn consolide son rôle son de mec finalement poil à gratter un peu, tu vois, genre il est insupportable parce que t'as l'impression poil de carotte. Poil de carotte à gratter, ouais. Parce qu'il est insupportable parce que t'as l'impression que tu peux jamais le coucher, quoi. Il est tout le temps en train de se relever, tout le temps. Donc là, l'histoire racontée, elle était bonne. Et puis en même temps, à côté de ça, tu vois que Seth Rollins, le mec, au bout d'un moment, ça reste un top guy, il est très fort et il finit par s'en sortir. Donc c'était bien, tu vois, c'était bien. J'ai vraiment pas de reproches. Ouais, non mais je dis le match était très bien et oui, il y avait une bonne progression et aussi ils ont bien, enfin je trouve il y a eu une bonne mesure. Après de toute façon c'est Seth Rollins, mais moi j'étais en train j'ai été assez critique de la fin de Zayn Owens parce que je commençais à en avoir marre de voir Sami Zayn faire des trucs ultra risqués toutes les 3 secondes et là il était contre un mec un peu plus mesuré, donc c'était bien aussi à voir. Donc voilà, oui, non, très très bon match. Ok. Du coup, on va enchaîner avec le dernier segment de la soirée, histoire de rester dans les temps. Je vais essayer d'être rapide. Mais donc le main event ce soir n'était pas un match, mais c'était la promo de Paul Heyman et Brock Lesnar qui avait été annoncé la semaine dernière. Donc voilà, Paul Heyman arrive seul au début. Il arrive seul et il introduit évidemment Brock Lesnar lui-même dans son style habituel. Donc frisson dans l'arène. Le team song de Brock Lesnar retentit. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu, donc moi ça me fait toujours quelque chose. Hein. Je sais que la bête arrive, donc c'est toujours impressionnant. Donc Brock Lesnar arrive comme d'habitude avec son regard vitreux. Et ses gros muscles. Ça c'est les produits, le regard vitreux. Ouais, exactement. Donc il arrive, il se place avec Paul Heyman au milieu du ring et Paul Heyman commence sa tirade comme il sait si bien le faire pour donc évidemment pour vendre, pour hyper SummerSlam. Donc il dit que Lesnar va divertir les fans avec une grosse emphase sur le mot entertainment, parce que donc il dit divertir, Lesnar will entertain you, rapport à WWE, hein, toujours le mot fétiche. Et donc, mais sauf qu'il va vous divertir à sa façon et lui divertir les gens, c'est apporter la violence, le sang, le chaos. Donc voilà, c'est le divertissement de Brock Lesnar. Ensuite, Brock Lesnar indique que Brock Lesnar, Paul Heyman indique que Brock Lesnar n'en a pas grand-chose à faire de cette new era là dont on n'arrête pas de parler, puisque Brock Lesnar, lui, il arrive, voilà, il défonce tout, il repart et c'est pas à Brock Lesnar de s'adapter à la new era, c'est à la new era de se mettre au niveau de Brock Lesnar. Moi, je trouve ça pas mal, moi. Ensuite, Paul Heyman, encore une fois, comme il sait si bien le faire, parce qu'il est vraiment tellement fort pour vendre les matchs comme ça à lui tout seul, mais donc là il commence à mettre over Randy Orton, donc en parlant du palmarès, du RKO, mais toujours en gardant cette position heel, en le mettant en parallèle avec Brock Lesnar, et donc il se moque un petit peu de Randy Orton avec le fait qu'il entend des voix dans sa tête, mais bon ça changera rien parce que de toute façon même s'il ne suffit que d'un RKO paraît-il, Lesnar ne lui laissera même pas l'opportunité d'en porter un puisqu'il va le défoncer. Attends, je voulais, désolé t'interrompre, mais sur ce passage-là, ce que j'ai adoré en fait, c'est que la façon dont il le formule, c'est qu'il dit Randy, t'entends des voix dans ta tête tout le temps, etc., qui te disent, enfin un truc genre de te battre et tout. Oui. Et juste après il dit mais écoute ma voix, ma voix. Écoute ma voix, exactement. C'est ça. C'était pas mal. Et puis du coup il fait écho aux promos à SmackDown et à Battleground de Randy Orton qui disait voilà il suffit d'un RKO pour aller à Viperville machin. Et donc du coup là il dit ok c'est très bien ça, mais il aura même pas l'opportunité de porter un RKO parce que Brock Lesnar va l'emmener à Suplex City, va le défoncer et Orton ne sera jamais, il précise bien, Orton ne sera jamais capable de porter son RKO. Et là, que se passe-t-il? Angle de caméra magnifique, on ne voit rien arriver. RKO out of nowhere.
de Randy Orton qui surgit donc de nulle part, de out of nowhere, hein, comme c'est si bien marqué sur son t-shirt. Donc là, moi j'avoue que j'ai un peu sursauté devant mon écran parce que je m'y attendais pas du tout. Ça a été super bien amené, donc il était là, il sera jamais capable de porter son RKO. Boum, RKO sur Brock Lesnar. Donc là, la foule, ça a un peu réveillé le public parce que c'est vrai que tu l'as dit, la foule était un peu morte à Atlanta, mais alors là. Folie dans le public. RKO, donc Randy Orton qui pose un peu, qui au-dessus de sa victime, au-dessus de sa proie. Il était génial. Il est génial, il est vraiment trop fort. Donc là forcément, il est là en train de faire le show, en train de faire son malin. Les arbitres commencent à arriver parce que mine de rien, faut quand même rappeler que Randy Orton est une superstar de SmackDown, il n'a rien à faire ici. Donc du coup les arbitres arrivent, Mick Foley et Stephanie McMahon arrivent en courant parce que ouais, il faut chasser l'intrus, faut l'arrêter, le mec n'a rien à faire là. Légalement, on va dire que c'est comme si quelqu'un du public était arrivé sur le ring pour porter un RKO sur Brock Lesnar. Donc du coup Randy Orton s'enfuit dans le public. Et arrivé en haut des escaliers, pose un peu, enlève son t-shirt. Alors là, bon, là il y a on entend en toile de fond des cris de Stephanie McMahon qui sont absolument hilarants. Moi, je me bidonnais devant mon écran parce elle était là à gueuler Get him out of here, sortez-le. Et puis genre he's taking his shirt off, get him out of here. Tout ça. Le mec, il enlève son t-shirt, sortez-le. J'avais pas entendu il enlève son t-shirt. Ah, c'est tellement drôle. Elle est là, he's taking his shirt off, get him out. Donc c'est vraiment super drôle. Donc voilà. Bon, moi personnellement, je suis absolument emballé par ce main event qui m'a complètement donné envie de voir le match, alors que bon, avant ça, j'étais plus dans une démarche. J'avais envie de voir le match, hein, mais j'étais surtout dans une démarche. Bon, voilà, c'est un match de gala, c'est un one shot. Ce sera probablement un one shot, hein, mais c'est une affiche de gala montée comme ça, vite fait pour SummerSlam. Mais bon, j'ai pas spécialement de prétexte pour regarder le match avec une grande attention. Et alors là, moi personnellement, ils m'ont conquis entre la promo de Paul Heyman qui, comme d'habitude, un régal, et ce RKO out of nowhere, là vraiment out of nowhere sur Brock Lesnar. J'ai juste qu'une envie, c'est de voir la suite de ce qui va se passer entre les deux, parce que le fait qu'il soit dans deux shows différents comme ça rend du coup le truc vraiment un peu spécial. Alors attention, tu vas peut-être me dire ce que t'en penses, parce que c'est vrai que je pense qu'il va pas falloir que ce soit trop fréquent quand même, ces histoires un peu d'invasion entre guillemets, hein, parce que c'est une sorte de mini-invasion du show adverse. Je pense que s'il va pas falloir que ce soit utilisé trop fréquemment, surtout qu'en plus la draft est encore très très fraîche, hein, c'était il y a 2 semaines. Donc du coup ça fait déjà, les mauvaises langues diront que on est déjà en train de saper le travail de séparation des brands. Je pense pas. Enfin, moi, je pense que là, voilà, ça se justifie parce que c'est pour un match quand même de haut calibre à SummerSlam, donc c'est plutôt bien. Et puis, faut juste que ça reste exceptionnel. Je pense qu'il faut pas que ce soit trop utilisé. Mais en tout cas, moi, j'adore parce que ça donne vraiment un côté super excitant et super inattendu. T'es toujours, du coup, maintenant, à chaque fois que tu vas voir un des deux, tu vas être là en train de te dire, oh putain, est-ce qu'il est pas en train de traîner quelque part l'autre. Oh, Giscal, stop. Quoi? Oui, pardon. Vas-y, pardon, vas-y. Si on te laisse, tu parles une demi-heure. Mais c'est bien si tu es excité par ce match. Et je suis excité par ce match, moi aussi. Même si, comme je le disais la semaine dernière, c'est Brock Lesnar, donc du coup, on a déjà le résultat. Mais bon. Ça serait tellement bien que Orton gagne et que c'est bon. Toi, je pense qu'on a déjà le résultat, toi. Oui, parce que j'imagine que les Lesnar, ne serait-ce que par fierté, en fait, ils refusent de perdre en permanence. Et les gens veulent toujours le voir, hein. Ça fait combien, 2 ans qu'il fait que gagner. Mais enfin, il fait que gagner. La seule fois où il a perdu, c'est que on a fait perdre. Enfin, c'était une mallette, donc c'était pas vraiment. Et en plus, c'est pas lui qui s'est fait pin. Mais donc du coup, je crois qu'il a perdu contre John fucking Cena aussi, hein. Ah, il a perdu contre Cena. Ouais, mais voilà, bon, c'est normal, John Cena est trop fort. Ouais, c'est les deux intouchables. Mais donc ouais, non, mais par contre, alors je sais plus qui. J'avais l'impression d'être un peu le seul à avoir vraiment beaucoup aimé Orton à Battleground.
Ah, moi j'ai adoré perso, hein, même. Voilà, moi, en j'adore fait, son nouveau. il est en mode facétieux, Ah ouais. et en plus il utilise, ce que j'aime bien, c'est que il connaît très bien, il sait que le Archeo c'est devenu un mème quoi sur internet, Oui, c'est devenu un truc, exactement, ouais, c'est ça. et il joue à fond là-dessus. Ah, il joue quoi. à fond là-dessus, ouais. Donc il fait ses mimiques et tout les enfin bref, c'est même pas on peut même pas décrire les mouvements qu'il fait. Non, c'est compliqué, ouais, je suis d'accord. Mais quand donc, il fait avec Jericho, quand il fait semblant de vivre, ah, est-ce que je vais te le porter maintenant? Ou peut-être maintenant? Comme ça. ouais. C'est vraiment drôle. Ouais, donc voilà, c'était très bon, et même j'ai trouvé ça étonnant que parce que Heyman, j'en pouvais un peu plus de ses promos sur Lesnar parce qu'il raconte exactement la même chose à chaque fois. Là, je sais pas exactement pourquoi, mais en fait, il l'a fait un peu différemment. Aussi, il a commencé avec plein d'allusions au fait que genre il était soi-disant un peu viré, enfin il a été viré pendant un temps et qu'on l'a réengagé et que il va essayer de se tenir à carreau parce que sinon il va rester qu'une semaine. On sait que les rapports entre Heyman et les dirigeants de la WWE sont pas forcément toujours au beau fixe. Donc voilà, enfin, j'ai pas d'autre chose à dire. Ah si, attends. Ah non, ça c'est sur SmackDown. Oh, Ah, voilà, j'attends sur SmackDown. Mais donc voilà, très sympa pour finir le show. On va passer au mot de la fin. On va donner notre note. Et puis notre meilleur moment et notre pire moment, notre top, notre flop. Juste une phrase, pas de commentaire, je vais essayer de me tenir à carreau. Donc voilà, je te laisse commencer, Hank. D'accord. Ma note, c'est 3,5. Oh, pas mal. Ouais, non, mais alors, du coup, oui, c'est le coup de cœur et le coup de gueule. Ouais. Alors, le coup de gueule, c'est New Day. Ouais. Un passage, un passage qui, enfin, leur promo m'a pas intéressé, le match non plus m'a pas intéressé. On n'a pas vraiment fait avancer le truc. Ça stagne. Ouais. Voilà. C'est très dommage parce qu'on parle quand même de la ceinture tag team, hein, c'est un peu important. Sinon, coup de cœur. Quel coup de cœur? Ah, il y avait plein de bons moments. Il y avait plein de bons moments. Non, mais je cherche vraiment le meilleur. Il faut que je me dépêche. Allez, Randy Orton, juste Randy Orton, sa mimique juste après son RKO. Moi, j'étais grand sourire, j'ai adoré. Ok. Bon, du coup, on a le même. Bon, bah alors moi, ma note, j'ai mis que 3. Bon, c'est une bonne note 3, mais juste parce que il y avait beaucoup de jobbing cette semaine, j'ai trouvé. Beaucoup de segments qui servaient pas à grand chose et c'était pas forcément très bon. Mais je mets quand même une bonne note parce que finalement tout ce qui était hors jobbing, à part peut-être New Day comme tu l'as dit, c'était quand même relativement solide. Donc ça restait un show très plaisant. Mon coup de cœur, je l'évacue tout de suite parce que moi c'était clairement le RKO de Orton avec sa mimique derrière. C'était à 100% ça, même s'il y a eu plein de bons moments. Et mon coup de gueule, moi c'est le trip Pokémon Go de Golden Truth. Là, j'en peux plus. Oui. J'en peux plus. C'est ridicule. J'imagine que ça va c'est destiné à un certain public, mais pourtant je suis tolérant sur beaucoup de trucs, mais là, c'est pas possible. Ça fait passer tout le monde pour des cons, quoi. Donc voilà. Et voilà, donc c'est fini pour ce Raw. Écoutez, merci de nous avoir tous écoutés. C'était Giscal, exceptionnellement, qui vous présentait cet épisode de Catch-up pour Raw, et j'étais accompagné de Hank. Merci Hank. On peut nous écouter sur iTunes, Mixcloud, Quel professionnel. YouTube, et envoyer des commentaires, des likes, de l'amour. Et passez sur le forum des Cahiers du Catch si vous voulez, et voilà. Et n'oubliez pas d'écouter aussi le supplément SmackDown cette semaine. Merci à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine.